Quel est votre point de douleur? Quel est votre objectif? Où essayez-vous finalement d'arriver? L'époque où votre site web n'était qu'une simple brochure en ligne est terminée. Votre site web doit être un commercial disponible 24h sur 24, 7J sur 7. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre entreprise? Est-elle déjà présente? Avez-vous besoin d'un développeur? Y a-t-il quelque chose à intégrer? Tiffany Nwahiri, fondatrice et directrice marketing de Troisième et Taylor. Les entreprises ont encore du mal avec la transformation numérique. Et maintenant, l'intelligence artificielle est-elle une transformation? Concernant l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur technologique et marketing B2B, il est crucial que les chefs d'entreprise, marketeurs et présidents directeurs généraux le comprennent bien. Vous ne cherchez pas à remplacer les gens, mais à simplifier leur quotidien. Et il s'agit surtout de transformer les personnes qui exécutent des tâches en superviseurs de ces agents d'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Mon équipe et moi avons créé du contenu et des histoires qui informent, inspirent, responsabilisent et vous apportent une réelle valeur ajoutée. Prenez un moment pour vérifier votre abonnement. C'est la façon la plus simple de soutenir notre travail et de rester informé de chaque nouvelle sortie. Rejoignez-nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez informé de nos nouveautés. Bonjour et bienvenue à nouveau sur l'émission podcast YouTube de Dinesh Guarda. En partenariat avec citiesabc.com, businessabc.net et domia.ai, nous sommes toujours ravis d'accueillir dans cette série des penseurs fantastiques, des leaders d'entreprise et des technologues qui façonnent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En particulier en apportant un peu plus de clarté sur la façon dont nous pouvons réellement améliorer tout ce qui se passe dans les couches de la technologie et les couches du business. Ce qui en ce moment est probablement l'époque la plus, je dirais, accélérée de l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, il y a pas mal de défis, comme la façon dont nous développons nos entreprises, la façon dont nous percevons notre image de marque, la perception du marketing, même simplement être financé. Et aujourd'hui, je suis très enthousiaste d'apporter à notre émission quelqu'un qui est une experte mondiale dans ces domaines et qui a travaillé. Quelle stratégie adopter pour pénétrer de nouveaux marchés, à la fois en termes de business, de marketing, d'exécution, et surtout comment pouvons-nous réellement envisager le présent et l'avenir. Les choses évoluent très vite, surtout avec l'intelligence artificielle. Je vous souhaite donc la bienvenue dans notre série. Tiffany Nwahiri, j'espère que je prononce correctement. Oui, absolument. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de participer à cette discussion aujourd'hui. Alors, Tiffany, tu as un parcours fantastique, surtout dans le marketing B2B. Fondatrice et directrice marketing de Troisième et Taylor, tu sièges aussi au conseil d'administration et conférencière. Et juste pour les personnes qui nous écoutent, Troisième et Taylor est une agence de marketing stratégique qui aide les entreprises technologiques B2B à croître grâce à des stratégies marketing axées sur les données. Et vous avez géré plus de 3 millions de budget marketing. Vous avez aussi obtenu de forts taux de conversion, une hausse de l'engagement par email et de nombreux autres résultats. Vous avez aussi collaboré de près avec des secteurs que j'ai mentionnés, FinTech, MedTech, MarTech, intelligence artificielle, blockchain et Web3, des domaines qui me tiennent à cœur et sont sans doute les plus importants pour tout ce que nous avons. Pour que les gens puissent également découvrir votre travail avant de fonder Troisième et Taylor, vous avez aussi travaillé avec Validity Incorporated, une équipe mondiale de marketing axée sur les revenus, ainsi qu'avec Vericast, où vous avez géré une stratégie d'automatisation du marketing à grande échelle et en pleine croissance. Donc, votre profil est vraiment impressionnant dans ce domaine. Donc, la première question est la suivante. J'aime toujours revenir un peu au début. Donc, un peu sur votre histoire personnelle et surtout, disons, si vous reveniez à votre enfance ou à votre adolescence, quels ont été les moments qui vous ont marqué pour être là où vous êtes aujourd'hui? C'est en fait intéressant que j'ai fini dans le marketing parce que je n'aurais jamais imaginé ça pour moi quand j'étais enfant. Vous savez, quand j'étais enfant, je disais que j'allais devenir avocate, que j'allais faire toutes ces choses incroyables. Fait intéressant, j'étais étudiante en danse, donc sans lien avec le marketing, mais je dis que cela a nourri ma créativité.
Une chose dont je parle toujours, c'est de mes parents et de la façon dont je suis arrivée ici, ma mère. Adolescente, je l'ai vue reprendre l'université pour son master puis son doctorat. Et mon père gère extrêmement bien ses finances, alors je dis toujours qu'il a probablement encore le tout premier sou qu'il a gagné. Donc, j'avais un parent qui était génial avec l'argent et un autre qui était entrepreneur. Et elle continuait toujours à poursuivre ce qu'elle voulait. Et je pense que ça m'est vraiment resté. Mais encore une fois, je ne me voyais pas faire du marketing. Par contre, enfin, je me voyais toujours faire quelque chose dans le domaine des affaires. Je rassemblais mes amis. Et on voulait organiser des spectacles de talent dans mon jardin et je voulais faire payer les gens pour venir voir les enfants se produire dans mon jardin. Je me suis toujours demandé que puis-je faire, que veulent voir les gens, comment aider. Et donc, ça fait partie de moi depuis si longtemps. Mais comme je l'ai mentionné, j'étais étudiante en danse, je suis allée à l'université et j'ai étudié la danse et je n'ai jamais vu ça. J'ai finalement travaillé dans le marketing, mais mon premier poste après l'université était en publicité et tout a suivi ensuite. C'est une histoire merveilleuse de la danse au marketing et à l'art de convaincre. Tes camarades quand tu étais enfant, c'est une histoire merveilleuse. Donc, et puis à partir de là, comme tu l'as dit, tu finis en fait dans le marketing et tu as eu une carrière fantastique et tu n'en es encore qu'au début. Tu as ainsi travaillé dans des organisations internationales, utilisé de nombreuses plateformes et technologies et construit d'importants écosystèmes. Alors, raconte-nous un peu ce parcours jusqu'à, bien sûr, la création de ta société actuelle. Oui, absolument. J'ai toujours travaillé dans le secteur B2B depuis que je suis entrée dans le monde de l'entreprise aux États-Unis. Comme je l'ai mentionné, j'ai commencé à l'origine dans la vente de publicité et nous travaillons avec des entreprises locales dans le sud-est des États-Unis. Il s'agissait parfois de petites, parfois de grandes entreprises. Ça pouvait être, vous savez, de grands cabinets juridiques, mais en gros, nous leur vendions des solutions publicitaires et j'étais quelqu'un de très consultatif. Je pouvais simplement entrer et leur vendre n'importe quoi en disant achetez du référencement naturel. C'était avant même que le marketing sur les réseaux sociaux n'existe, donc je ne vais pas révéler mon âge, mais ça vous montre que c'était il y a longtemps, donc avant que le marketing sur les réseaux sociaux ne soit même une chose. J'étais responsable de la croissance des entreprises de ces personnes. Elles comptaient vraiment sur les solutions que nous leur vendions. J'ai adopté une approche consultative demandant combien de nouveaux clients pouvez-vous obtenir si vous en avez besoin autant. Voilà le volume de trafic dont vous avez besoin, voilà le nombre d'appels téléphoniques qu'il vous faut. Et adopter cette approche m'a placée dans une position un peu différente où l'on me considérait désormais davantage comme une partenaire plutôt que comme une vendeuse. Et j'ai même pu revenir en arrière et examiner les résultats que j'avais obtenus pour ces entreprises. Et donc, à partir de cette position, j'ai commencé à travailler en tant que responsable marketing en interne. Encore une fois, pour des entreprises B2B, c'était principalement toujours de la tech B2B. Il y avait aussi quelques entreprises axées sur les services. Mais ce qui était génial, c'est que les gens voyaient vraiment cet esprit d'entrepreneuriat. Et donc, même s'il s'agissait d'une grande entreprise comme Global Payments à l'époque, ils lançaient une nouvelle solution FinTech. C'est alors que les paiements mobiles ont débuté. C'était l'époque où l'on payait en tapant sa carte ou où les restaurants encaissaient avec un iPad. Nous lancions un nouveau produit, j'ai ainsi intégré une nouvelle unité commerciale. Bien que ce soit une grande entreprise, elle se lançait dans un domaine inédit. Au fil des années, dans mon expérience en entreprise, je suis simplement passée d'une société à une autre en développant non seulement mes compétences en marketing, mais aussi en assumant des postes de direction. Et donc, en commençant à devenir leader maintenant, tu gères aussi d'autres disciplines. Tu as ton contenu, tu fais de la génération de demandes, tu gères les publicités payantes. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dans de nombreux domaines différents à développer cette expertise et à utiliser beaucoup de technologies différentes. Donc, le business et le marketing aussi. Toute la croissance est plus importante que jamais, peu importe où l'on se trouve dans le monde. Comme tu l'as dit, toutes les entreprises, petites ou grandes, doivent y passer. Tu dois t'assurer de sensibiliser, tu dois t'assurer d'en être conscient. Donc, je sais que l'un de tes, je dirais, ce super pouvoir, c'est une obsession pour les données.
disons-le comme ça, et la capacité de marketing B2B. Donc, avant de plonger dans ton entreprise, comment vois-tu l'obsession des données et le marketing B2B en ce moment? En ce moment, nous faisons face à un grand défi marqué par rapidité et perturbation. Mais en même temps, il s'agit toujours de trouver ton audience et de vendre ton produit. J'aimerais en discuter selon ton point de vue et ton expérience. Absolument. Donc, je pense à l'histoire des données et du marketing. Tout le monde était tellement concentré sur la provenance de nos prospects, d'où viennent les affaires gagnées, d'où viennent les clients que nous obtenons, d'où cela provient-il? Et c'était vraiment ça, l'objectif principal. Chaque président, directeur général voulait juste savoir si je te donne $1 de plus, où le dépenserais-tu? Et c'était la base. Eh bien, en réalité, le marketing, même si oui, nous voulons de nouveaux clients et de nouveaux prospects, c'est bien plus que ça. Comme tu l'as dit, mais il y a la sensibilisation. Il peut être très difficile de savoir d'où viennent les regards, n'est-ce pas? Il y a tellement d'endroits différents où quelqu'un a pu te découvrir au départ. Et donc, quand je regarde les données en marketing dans le passé, où l'accent était vraiment mis sur les prospects et les clients, maintenant, je vois que les clients élargissent vraiment les types de données qu'ils examinent. Ils veulent suivre davantage de choses. Eh bien, dans combien de publications ont-ils été mentionnés? Combien de fois leur marque a-t-elle été recherchée? Il y a tellement de choses que les spécialistes du marketing axés sur les données suivent vraiment aujourd'hui parce qu'il y a des points de données à chaque étape du parcours d'achat. Il ne s'agit pas seulement de comment quelqu'un est devenu client. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'excitant à voir aujourd'hui. Le défi, c'est que les données sont réparties à tellement d'endroits différents. Vous avez des données dans votre plateforme d'automatisation marketing et dans votre plateforme publicitaire. Il y a des expériences qui se produisent dans des outils de recherche intelligence artificielle ou des modèles de langage intelligence artificielle et nous ne savons pas ce qui s'y passe. Ou, vous savez, il se peut que vous ne le suiviez pas encore. Donc, beaucoup d'entreprises ont du mal à comprendre quelles données elles devraient suivre et comment y accéder. Même avec toutes les données, si elles sont réparties sur plusieurs systèmes, comment les connecter pour avoir une vision réelle de ce que nous devrions faire? Vous verrez donc des discussions dans le marketing en ce moment où l'on se demande même, est-ce qu'on jette l'attribution marketing à la poubelle maintenant? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dirais pas qu'on devrait tout jeter à la poubelle. Mais encore une fois, il y a tellement de composants dans cette histoire de données que nous devons examiner aujourd'hui. Vous avez créé Troisième et Taylor et vous gérez le marketing ainsi que toutes les opérations commerciales. Alors, tout d'abord, dites-nous pourquoi le nom Troisième et Taylor. Je voudrais en entendre parler et savoir ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, absolument. En fait, le nom vient directement de ma mère et de mon père. Mon père est le troisième, il s'appelle Bryce Huddleston troisième et le nom de jeune fille de ma mère est Taylor. Et donc, j'ai combiné tout ça, les meilleures parties de moi dans le nom de l'entreprise. Donc, beaucoup de nos messages parlent de l'intersection et je pense toujours que c'est l'intersection de la créativité, l'intersection de l'inspiration et l'intersection des résultats. Et c'est de là que vient le nom de l'entreprise Troisième et Taylor. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au fil des années de mon expérience en entreprise, surtout dans le marketing, on rencontre des personnes qui travaillent en freelance et qui prennent des projets en parallèle. Donc, à l'époque, il y a des décennies, j'avais une petite agence appelée Strike 3 Marketing où je travaillais spécifiquement avec des propriétaires de petites entreprises. Mais encore une fois, à mesure que mon expérience en entreprise grandissait et que je travaillais avec de plus grandes entreprises et des technologies plus avancées, c'est vraiment là que mon attention s'est déplacée. Nous avons rebrandé Troisième et Taylor. Comme on peut l'imaginer, il est difficile de travailler à temps plein en entreprise et de développer une entreprise en même temps. Donc, c'est un peu resté en veilleuse pendant longtemps. Mais une fois que j'ai décidé de me lancer à temps plein, ça a été une expérience incroyable. Mais il y a quelque chose que j'aime que les gens sachent à propos de Third et Taylor. En tant qu'agence de génération de revenus, je ne veux jamais nous qualifier d'agence de marketing à service complet. Et la raison, c'est qu'on finit avec beaucoup de touche-à-tout, des personnes qui font beaucoup de choses différentes, mais jamais rien vraiment bien. Et chez Third and Taylor, j'ai choisi de nous positionner davantage comme une agence full funnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez me dire quel est votre point de douleur, quel est votre objectif, ce que vous essayez vraiment d'atteindre et nos stratèges élaborent un plan pour vous y amener. Maintenant,
Cela peut-il inclure un nouveau message, un repositionnement, la gestion des publicités, l'optimisation des parcours de maturation et l'alignement des équipes commerciales et marketing? Voilà comment je vois Third et Taylor. Nous travaillons spécifiquement jour après jour pour nos clients afin de les amener à leur objectif final. Que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, une meilleure notoriété de la marque, nos stratégies sont conçues pour atteindre ces objectifs du client. Alors, plongeons-nous dans la stratégie complète de marketing de revenus en entonnoir. Peux-tu expliquer simplement? Parce que c'est un grand défi pour les entreprises, car la plupart du numérique, eh bien, les entreprises ont encore du mal avec les affaires. Après la transformation numérique l'an dernier, l'intelligence artificielle rend la situation encore plus complexe. En même temps, un entonnoir marketing ou de revenus reste très important. C'est très difficile car il faut analyser les données et la configuration des sites web. Et si vous êtes en B2B, c'est-à-dire business to business, vous devez aussi comprendre votre audience et avoir des insights. Sinon, vous dépensez de l'argent pour rien. Et c'est un grand défi pour tout le monde. Donc, je voudrais profiter de votre expertise et aussi de certaines choses que vous avez à ce sujet. Absolument. Quand je parle de tunnel complet, c'est compliqué car le sujet fait débat dans le marketing. Tunnel ou roue d'inertie? En fait, je dis que c'est comme des montagnes russes. On ne sait jamais si les gens montent, descendent ou tournent, mais peu importe. Votre entreprise, votre message, votre contenu, vos points de contact doivent être prêts à atteindre les gens où qu'ils soient. Le défi dans le marketing B2B, c'est qu'on se retrouve souvent coincé dans cette case où on se dit, bon, on ne fait que LinkedIn ou on ne fait que de la recherche payante parce que c'est du B2B. Eh bien, je dis aux gens, vous ne vendez pas à un bâtiment, vous ne vendez pas à une entreprise, vous vendez à une personne qui travaille dans cette entreprise, dans un bâtiment. Ces personnes rentrent chez elles et regardent la télévision, écoutent des podcasts ou la radio ou font défiler les réseaux sociaux. Donc, le B2B doit absolument tirer des enseignements du monde du B2C et regarder les canaux sur lesquels ils dépensent et investir dans une partie de leur publicité, mais la technologie est essentielle. Donc, l'époque où l'on pouvait simplement faire une campagne de nurturing marketing est révolue. Je vais lancer une publicité, quelqu'un va remplir un formulaire et ensuite nous allons lui envoyer 10 emails. Et puis, on espère qu'ils vont cliquer un peu partout et on transmet ça à l'équipe commerciale. Cette époque est révolue et beaucoup d'entreprises B2B continuent pourtant de fonctionner selon ce même modèle. Le problème, c'est que personne n'a envie d'atterrir sur votre page pour télécharger un e-book et devoir remplir un formulaire. Et en tant que marketeuse, on s'inquiète souvent en se disant, eh bien, si je n'obtiens pas leurs coordonnées, comment vais-je pouvoir leur faire du marketing plus tard? Tout dépend alors d'avoir les bons systèmes en place. S'ils ont cliqué sur votre publicité et accédé à votre page avec des politiques de cookies conformes et leur consentement obtenu, vous pouvez à nouveau vous présenter devant cette cible avec une bonne campagne de reciblage, n'est-ce pas? Vous pouvez maintenant passer d'une recherche Google à autre chose. Il est 3 heures du matin, ils font défiler Instagram et vous pouvez à nouveau vous présenter devant eux, là où vous pouvez réellement obtenir leurs coordonnées. Donc, quand il s'agit de ce marketing B2B et des tunnels de vente, nous devons penser différemment. Ce n'est plus simplement ce parcours linéaire que nous pensions autrefois que les acheteurs suivaient. Et un défi que je vois beaucoup d'entreprises rencontrer dans le secteur des technologies B2B, surtout avec le développement de tant d'entreprises d'intelligence artificielle, c'est la communication. Nous recevons des clients qui nous contactent presque tous les jours en pensant qu'ils doivent dépenser plus d'argent en marketing. Je vais faire un audit de leur site web et je peux vous dire qu'environ 80% du temps, je dis que ce n'est pas une question de dépenser plus d'argent, c'est une question de message. Presque tous les sites web d'intelligence artificielle que vous consultez aujourd'hui, il est écrit alimenté par l'intelligence artificielle, ce qui ne veut rien dire. Donc, je vais toujours donner du pouvoir aux marketeurs B2B, au président-directeur général, B2B, aux équipes technologiques B2B. Ce n'est pas le fait que votre outil soit alimenté par l'intelligence artificielle ou que cette fonctionnalité soit automatisée qui compte. C'est vraiment dans le message autour du point de douleur, quels sont les avantages et quels sont les résultats. Et donc, c'est un vaste monde dans le marketing B2B. Il y a un grand changement en cours et ce sont ces choses-là que j'essaie vraiment d'encourager l'industrie B2B à faire un peu différemment dans leur marketing. Donc, vous avez évoqué le B2B. Alors, allons comprendre en particulier les domaines du B2B. J'apprécie particulièrement que vous proposiez un audit de croissance sur votre site web.
Alors, voyons si vous pouviez mettre le marketing B2B et le B2B en général et l'audit de croissance. Alors, comment chercheriez-vous quelqu'un qui a des difficultés avec le B2B? Et aussi, par exemple, toute étude de cas que vous avez de vos propres clients, ou bien sûr, inutile de citer des noms, mais dites ce que vous jugez important. Parce que je crois que, surtout en discutant avec beaucoup d'entreprises à travers le monde et des sociétés, tout le monde est une entreprise actuellement. Faites les deux. Votre marque personnelle est aussi importante qu'une petite entreprise B2B. Je souhaite aborder cela sous l'angle des audits de croissance et des audits en général, puis approfondir les stratégies marketing axées sur les revenus. Oui, donc, comme je l'ai mentionné, très souvent quand je parle à ces clients et qu'ils me disent, oh, nous n'atteignons pas nos objectifs de revenus, que devons-nous faire? Différent, un point clé de notre audit de croissance est d'analyser leur site web et leurs messages. Nous examinons leur stratégie de contenu, les publicités, le référencement et analysons de nombreux aspects. Mais je commence toujours par le site web. Et voici pourquoi. L'époque où votre site web n'était qu'une simple brochure numérique est révolue. Aujourd'hui, votre site web doit pouvoir agir comme un commercial disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Souvent, les dirigeants du secteur technologique B2B disent « Non, nous voulons qu'ils parlent à un commercial ». Et voici une réalité difficile que les gens doivent accepter. Aujourd'hui, les acheteurs ne veulent pas parler à votre commercial. Et cela signifie donc que vous devez configurer votre site web d'une certaine manière. Non seulement avec le message, mais aussi avec la structure du contenu et l'organisation des appels à l'action sur le site. Cela permettra à un visiteur de s'informer par lui-même, de voir comment votre outil et votre technologie fonctionnent, de comprendre « Hey, si je fais affaire avec eux, comment ma journée va-t-elle changer? » Quelqu'un doit pouvoir consommer toutes ces informations et vivre cette expérience sur votre site web avant de décider de parler à un commercial. Donc, lorsque tu as mentionné, par exemple, une étude de cas, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut. J'ai travaillé auparavant avec une entreprise et l'équipe commerciale a dit « Nous obtenons notre plus grand nombre de contrats gagnés grâce aux demandes de démonstration et bien sûr, cela a du sens. » On a demandé une démo, vous l'avez faite, il s'inscrit. Eh bien, la première idée pourrait être « Il nous suffit d'obtenir plus de demandes de démonstration. » Il manque une pièce du puzzle ici. Quand j'ai regardé cette entreprise, notre seul véritable appel à l'action pour entrer en contact avec les ventes était une demande de démonstration. Donc, c'est un peu une fausse corrélation, non? Pour obtenir plus d'informations, il fallait demander une démonstration car elle n'était pas sur le site web. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des cycles de vente plus longs et vous vous retrouvez aussi avec le fait que les gens demandent la démonstration parce qu'ils ont juste besoin de quelques informations et qu'ils n'ont pas vraiment envie de vous parler. Ils n'en sont pas encore à cette étape. Nous avons totalement refondu en améliorant la page de demande de démo et en repensant dès l'accueil. La personne comprend-elle ce que nous faisons? Et quel est le résultat à mesure qu'on les fait passer d'une page à l'autre? Y a-t-il une page de tarification, une foire aux questions? Est-ce qu'on répond aux questions essentielles sur le site web? Peut-on ajouter des vidéos à la demande sur le site? Cela permet aux gens de voir comment ça fonctionne, de le voir en action et même d'améliorer ses appels à l'action. Tu vas sur des sites web, tu vois. Dès que tu arrives sur la page d'accueil, il y a écrit « Demander une démo » dans l'entête. Je viens juste d'arriver, ça fait à peine 3 secondes que je suis là, je n'ai pas envie de demander une démo. Donc, changer cet appel à l'action pour dire « voir en action ». Toutes ces choses aident. Comme ça, quand quelqu'un arrive enfin sur la page de demande de démo, il s'est déjà informé à l'avance. Ils savent que c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils ont seulement quelques questions de validation et sont maintenant prêts à parler à l'équipe commerciale. Nous avons aussi ajouté des questions de qualification au formulaire. Souvent, les marketeurs refusent d'ajouter des champs au formulaire, craignant trop de friction. Sur un formulaire de demande de démo, si je veux vraiment travailler avec vous, je répondrai à plus de questions sur le chiffre d'affaires, le nombre d'employés ou d'autres questions de qualification. Et ensuite, nous avons mis en place un système que chaque demande de démo devrait avoir ou, après qu'elles aient rempli le formulaire, cela leur permettait de l'ajouter à leur agenda en choisissant réellement un créneau horaire. En seulement 30 jours, nous avons constaté une augmentation de 426 % du nombre de démos qualifiées réservées sur le calendrier du représentant commercial. Je me souviens qu'en recevant ces données pour la première fois, je me suis dit « c'est fou ».
Je sais que ça marche mieux, mais 426%, c'est fou. Cependant, nous avons creusé encore et nous avons pu faire cette comparaison et c'était bien 426 chez Lyft et des démos réservées sur les calendriers qui étaient encore plus qualifiées que la conversion de démos précédentes. C'est pourquoi je dis que dans ces audits, il ne s'agit pas seulement de dépenser plus d'argent, il ne s'agit pas seulement de tous les canaux dans lesquels vous êtes présent. Commencez par votre site Web et améliorez cette expérience et vous verrez une augmentation des conversions sans investissement majeur. Il y a beaucoup d'informations ici, très importantes. J'espère que tout le monde comprend cela. Alors, regardons les outils. Donc, l'une des choses sur lesquelles vous avez travaillé dans votre travail, ce sont tous ces outils. Et toute cette conversion que vous avez mentionnée est possible grâce à l'utilisation de plateformes comme HubSpot, Salesforce et Tableau qui ont créé d'immenses places de marché. Bien sûr, vous avez Microsoft et tous ces grands acteurs et tous les CRM, disons-le comme ça, mais il y a à la fois le CRM, il y a les pages d'atterrissage, il y a des logiciels comme même WordPress par rapport à d'autres systèmes de gestion de contenu. Donc, vous devez prendre en compte tous ces éléments différents. Un défi, c'est notre façon de voir les choses. Et maintenant, bien sûr, il y a une des choses qui devient assez importante en ce moment et je ne veux pas y aller tout de suite. J'ai une question précise à ce sujet, c'est l'intégration avec le e-commerce et l'intelligence artificielle. Alors, pouvez-vous nous parler de ces plateformes et comment vous les intégrez pour vos clients, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent? Parce que, bien sûr, HubSpot en soi est un immense écosystème mondial, c'est pareil pour Salesforce, et tous ont ce genre de hubs et de flux d'intégration de plateformes, mais il faut en faire partie et c'est vraiment important de bien le faire. Oui, donc je crois beaucoup à la consolidation des fournisseurs autant que possible. Et donc, je cherche souvent des outils qui répondent eux-mêmes à un maximum de critères. N'est-ce pas? Donc, si je dois créer des pages d'atterrissage, si je veux faire des tests AB, si j'ai besoin d'envoyer des emails, si je dois envoyer des emails de nurturing, si j'ai besoin de données, je ne veux pas avoir 10 systèmes différents pour lesquels on doit maintenant faire beaucoup d'intégration ou de connexion, interface de programmation d'applications, n'est-ce pas? Je démarre maintenant avec une base solide. Une chose à garder à l'esprit, c'est qu'on ne veut pas non plus dépendre trop d'un seul fournisseur au cas où quelque chose changerait et que vous deviez changer de direction. Et que maintenant tout est en feu parce que vous comptiez tellement sur un seul fournisseur. Donc, j'aime bien garder cela à l'esprit. Cependant, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que vous pouvez exploiter en dehors de vos outils existants et c'est là que les intégrations entrent en jeu. Donc, on entend ça tout le temps. L'intelligence artificielle prend des emplois, ce qui inquiète beaucoup les professionnels du marketing, car elle sert à rédiger du contenu et créer des publicités. Mais si on regarde l'intelligence artificielle, surtout dans le secteur technologique B2B et particulièrement dans le marketing B2B, l'objectif principal est de savoir comment nous pouvons simplifier nos journées. Pour être plus efficace, je ne veux pas dire qu'il s'agit de faire plus en moins de temps, mais plutôt comment puis-je être plus efficace dans ma journée? Jusqu'aux données et à l'analyse, d'accord, je dois m'asseoir, rassembler toutes ces données, puis les analyser. Eh bien, imaginez lancer un agent intelligence artificielle qui peut faire cela pour vous, au moins commencer ce travail pour vous, n'est-ce pas? Quand tu as parlé du e-commerce et de l'intelligence artificielle, il y a de super outils. Lovable, j'adore cette plateforme. Ils ont désormais une intégration avec Shopify. Il faut donc cibler des plateformes disposant déjà de telles intégrations. Mais même quand ce n'est pas le cas, il y a des ressources comme Makecom, il y a de l'inné là-dedans. Faites-le même si vous n'êtes pas développeuse pour automatiser certaines expériences ou points de contact liés à l'intelligence artificielle et utiliser ces ressources dans votre entreprise. Encore une fois, je pense qu'il est essentiel pour les propriétaires d'entreprises, les marketeurs, les présidents directeurs généraux de vraiment comprendre que vous n'essayez pas de remplacer les gens, mais d'optimiser leur journée. Et il s'agit surtout de transformer les personnes qui exécutent des tâches en superviseuses de ces agents d'intelligence artificielle si cela a du sens. Donc, il s'agit de trouver la bonne technologie. De plus en plus, l'intelligence artificielle est intégrée directement dans leur plateforme pour éviter la dépendance aux intégrations tierces et simplifier son utilisation. C'est passionnant à observer avec des outils comme HubSpot ou Salesforce et son Agentforce, par exemple. Cela dépend de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre entreprise, ce qui déterminera si vous choisissez une plateforme native
Est-ce que c'est déjà en place? Avez-vous besoin d'un développeur? Y a-t-il quelque chose à intégrer? Donc, cela va vraiment dépendre du cas d'utilisation et du résultat que vous recherchez. Donc, pour poursuivre là-dessus, ça m'intéresse particulièrement aussi. L'une des choses que vous faites, c'est le marketing basé sur les comptes, l'account-based marketing. Et cela a beaucoup évolué, surtout en ce moment, pour le business to business. Et aussi pour tous ceux qui sont à ces niveaux-là, il y a beaucoup de choses à adopter et vous venez d'en toucher un mot. Je souhaite préciser ce point car un défi clé est de savoir comment franchir ces tunnels et les concrétiser. Comme vous l'avez dit, si vous utilisez un logiciel, il faut le suivre, mais les bases et les données restent les mêmes. Je sais que vos clients utilisent diverses plateformes, mais les bases restent les mêmes. Mais si vous êtes coincé sur une seule plateforme, parfois cela peut être compliqué. Parce que trouver les bonnes personnes pour gérer la plateforme et ensuite comprendre vos clients, c'est encore autre chose. Donc, je voudrais aborder un peu ce sujet. Oui, donc en ce qui concerne le marketing basé sur les comptes, c'est un domaine qui a évolué au fil des années. Alors, prenons même il y a seulement 5 ans. Il s'agissait simplement de montrer des publicités à ses comptes et on ne pouvait pas vraiment suivre ce qui se passait après. Un représentant commercial ne veut pas seulement connaître le compte, c'est la réalité parce qu'il veut savoir. Dès qu'un compte s'engage sur le site, il demande qui était-ce, qui dois-je appeler. Vous savez qu'ils veulent plus d'informations et donc nous savons que c'est passé d'un marketing basé sur les comptes à des expériences basées sur les comptes. Alors, imaginez que vous avez une seule plateforme sur laquelle vous comptez pour obtenir les données de vos clients. La réalité, c'est qu'il n'existe pas encore de plateforme idéale qui possède un bon composant account-based marketing en plus de toutes vos autres actions de marketing sortant ou entrant. Et donc maintenant, vous vous retrouvez déjà à devoir utiliser une plateforme pour l'account-based marketing, une autre pour vos campagnes et encore une autre pour faire des actions de prospection supplémentaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une plateforme account-based marketing sera très efficace pour diffuser vos publicités auprès de ses comptes cibles. Elle va vous indiquer qui a une intention d'achat. Est-ce que cette intention concerne un concurrent? Quelle technologie utilise-t-il? Le problème, c'est que beaucoup de marketeurs disent trouvez-moi des clients qui ont une forte intention pour ce type de SaaS, par exemple, si c'est ce qu'ils proposent, et à ce moment-là, il est déjà trop tard. S'ils ont déjà une forte intention, ils ont déjà cherché des solutions, vous n'êtes probablement pas sur cette liste s'ils ne sont pas déjà venus sur votre site, donc vous avez raté le coche. Donc, en réalité, il faut prendre du recul avec l'account-based marketing et chercher des signaux plus précoces. L'entreprise a-t-elle récemment fusionné, acquis, embauché ou licencié? Cherchez des activités qui se sont produites au sein d'un compte et qui pourraient indiquer qu'ils ont besoin de votre offre ou de votre service. Mais en réalité, vous pouvez utiliser une seule plateforme pour leur diffuser les publicités. Mais vous allez être sur une autre plateforme pour continuer à les accompagner ou bien vous les accompagner à travers tous les différents canaux publicitaires. Donc, l'account-based marketing est complexe. Cela ne nécessite pas seulement une personne stratégique, mais aussi quelqu'un qui comprend toutes les façons d'atteindre les bons contacts au sein de ses comptes. Fantastique. Je veux donc maintenant passer directement au secteur d'activité et c'est très important. C'est une masterclass, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc, les entreprises technologiques B2B et votre expertise, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est la fintech, la medtech et beaucoup de domaines très d'autres sous-secteurs. Et les entreprises autour de cela évoluent énormément. Et maintenant, bien sûr, tout ce que nous faisons touche à l'intelligence artificielle. Donc, à mesure que nous entrons dans l'intelligence artificielle, en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles tendances, comme l'intégration du e-commerce avec les navigateurs ou les navigateurs basés sur l'intelligence artificielle. Comme on le dit, Google a fait un grand changement en ce moment avec Gemini. OpenAI intègre le e-commerce, Perplexity.ai aussi, et Anthropic est probablement moins axé sur le e-commerce, mais il propose du codage B2B et d'autres fonctionnalités. On peut aussi intégrer de nombreuses interfaces de programmation d'applications avec des agents intelligence artificielle selon votre expérience avec les clients. Donc, tout d'abord, avant qu'on aille plus en profondeur, parce qu'évidemment, mais il y aura des gens qui nous écouteront. Certains sont plus techniques, d'autres moins, même si mon audience sait qu'on approfondit la technique ici. Oui, mais la question est tout d'abord comment tu dois faire, parce que le défi, je pense, c'est que, d'accord, si tu es dans la tech ou si tu es dans la medtech ou dans n'importe quel autre secteur d'activité,
Tout d'abord, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. La façon dont tu regardes, tout d'abord, bien mettre en place tes affaires et ensuite intégrer l'intelligence artificielle. Mais ensuite, comment on gagne de l'argent avec ça? Comment tu crées du retour sur investissement? Et beaucoup du marketing crée encore du return on asset. Retour sur attention versus retour sur investissement. Donc, un peu les bases de comment on regarde tout ça et comment on considère le retour sur investissement et le retour sur l'attention. Et ils ne se perdent pas parce que je pense que le premier problème qu'on a, c'est que les gens ont peur de manquer quelque chose ou alors ils plongent trop profondément ou même ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Parce que si vous utilisez une intelligence artificielle, il y a eu des cas de grandes entreprises qui ont fait d'énormes erreurs en utilisant des interfaces de programmation d'applications. Donc, et ça va probablement être encore pire parce que même récemment, eh bien, OpenAI a eu de sérieux problèmes parce que certains de leurs fournisseurs ont eu le ACT. Donc, il y a beaucoup de considérations et de risques aussi, bien sûr, beaucoup d'opportunités également. Oui, donc quand il s'agit de e-commerce et d'intelligence artificielle spécifiquement, ça va être un peu différent dans le domaine B2B parce que, encore une fois, ce n'est généralement pas quelque chose que vous avez recherché. Vous voyez une pub, vous cliquez, vous achetez, non? Ce n'est pas le cas typique du B2B, surtout dans le secteur des logiciels ou de la technologie. Cependant, les entreprises technologiques B2B devraient absolument continuer à exploiter la façon dont elles apparaissent dans les résultats d'intelligence artificielle et sur ces plateformes d'intelligence artificielle parce qu'il se passe tellement de choses là-bas en ce moment. Il y a beaucoup, je pense, de tactiques d'intimidation concernant la quantité de trafic qui est en jeu. Les recherches ne sont effectuées dans des outils d'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup de recherches, mais en réalité, c'est encore plus que ça. C'est bien de la génération de requêtes, non? Et donc, quand quelqu'un utilise l'intelligence artificielle et dit le meilleur outil pour m'aider à faire ABC, n'est-ce pas? Tu veux apparaître à cet endroit-là. Donc, ils font des recherches. Il s'agit toujours d'intention parce que ça va être une recherche en bas de l'entonnoir. Tu dois t'assurer d'apparaître. Donc, même si ce n'est peut-être pas l'expérience e-commerce que les plateformes d'intelligence artificielle ont ajoutée, tu dois t'assurer d'apparaître. Il existe différentes façons de le faire selon la structure et l'organisation de ton site. Il existe un site nommé Winter, W-I-N-T-E-R. Ils ont en fait ajouté une page sur leur site web qui s'appelle Pour les intelligences artificielles modèles de langage de grande taille et c'est un aperçu de leur entreprise. Les points clés, comment ils se comparent à leurs concurrents afin qu'ils puissent apparaître comme ils le souhaitent dans les résultats de recherche d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc, il faut absolument s'assurer que le B2B se prépare à cela, mais on ne peut pas le faire en abandonnant complètement toutes les bonnes pratiques que nous avions auparavant. Donc, vous voyez des entreprises dire maintenant que le référencement, l'optimisation pour les moteurs de recherche, ce n'est plus vrai. Il faut toujours du contenu sur votre site. C'est simplement structuré différemment pour que les outils d'intelligence artificielle puissent facilement le lire, assimiler ces informations et vous recommander dans ces résultats. Il est donc essentiel pour les marques B2B de continuer à être présentes dans cet espace. Cela va être différent des fonctionnalités de commerce électronique qui existaient jusqu'à présent. J'ai effectivement des clientes dans la tech qui proposent un essai gratuit ou une inscription, ou bien il peut s'agir d'un outil à prix d'entrée. Et j'ai vu ces clientes entrer dans cet espace e-commerce parce qu'elles se disent, écoute, si je peux juste amener une petite fraction de personnes à entrer grâce à notre outil ou produit d'entrée de gamme, c'est avantageux pour elles car elles peuvent ensuite proposer des offres plus haut de gamme. Tu sais, des gammes de produits ou des forfaits, donc ça peut vraiment être mis en place. Je constate simplement que côté B2B, elle vise surtout à figurer dans les résultats avec ou sans e-commerce. Oui, c'est un élément clé et tu l'as très bien et très simplement abordé. Et j'aime l'idée que tu as en ce moment. Pense aux optimisations pour les moteurs de recherche au géo, donc à l'optimisation générale ou générative, disons-le comme ça. Et ensuite, tu dois aussi optimiser pour les modèles de langage de grande taille et pour les agents intelligence artificielle, parce que ces trois éléments sont liés, donc je veux approfondir ce domaine. Donc, l'intelligence artificielle est en train de remodeler et je dirais même de bouleverser tout le marketing, les affaires, le e-commerce et l'industrie B2B. La plupart des plateformes disposent déjà de leurs propres outils d'intelligence artificielle. Par exemple, Alibaba a créé un ensemble d'outils qui intègrent des tableaux de bord permettant de consulter vos fournisseurs B2B et d'intégrer ces informations. J'ai collaboré avec eux et beaucoup appris sur les possibilités offertes.
Je sais que Salesforce a ses propres capacités et puis HubSpot propose aussi pas mal d'outils dans ce domaine. Il y a aussi Tableau et d'autres. Parmi ceux avec lesquels tu travailles, veux-tu mettre en avant certains domaines? Comment intégrer ces intelligences artificielles sans se perdre? Parce que le défi en ce moment, c'est qu'il y a tellement de bruit qu'on peut très facilement non seulement être submergé, mais aussi perdre de l'élan. Au final, c'est ce qui compte. Moi aussi, parfois, même si nous mettons en avant ici des personnalités comme vous qui sont des experts, il y a toujours le défi de traverser toutes les connaissances ou le manque de connaissances et de s'y perdre. Peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous en avez. J'aimerais donc aborder ce point si possible. Oui, j'aime ce que vous avez dit, le défi de se perdre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je vois une pub, je la vois, un site web, je vois quelque chose au moins 20 fois par jour à propos d'une nouvelle chose en intelligence artificielle ou de tous ces nouveaux agents intelligence artificielle et ça peut être accablant. Et ce que je veux dire à tous nos présidents, directeurs généraux, directeurs techniques, directeurs marketing, c'est ne détournez pas votre plan à cause de toutes ces nouveautés tape à l'œil, d'accord? Regardez votre entreprise et déterminez ce qui peut être optimisé. Où voyons-nous qu'il faut être plus efficace et commencer par là? Donc, ne vous sentez pas obligé d'essayer un nouvel agent simplement parce que quelqu'un en a parlé et que ça a l'air cool. Commencez par ce que vous savez devoir résoudre, puis il s'agit d'évaluer. Est-ce que l'une de vos plateformes actuelles le fait déjà? Donc, quand vous avez parlé de Salesforce, ils ont lancé Agentforce. Pourquoi est-ce si incroyable? Eh bien, cela peut vous aider à la prospection, cela peut aider vos commerciaux pour les relances et cela peut analyser les données de vente. Il s'agit donc de situer votre entreprise, d'identifier ses principaux points de douleur actuels et d'y répondre avec l'intelligence artificielle. Et vous serez surprise de voir que beaucoup des outils que nous utilisons déjà, que vous soyez au service marketing ou au service financier, vous le constaterez. De nombreux outils que nous utilisons ont déjà intégré une partie de cela, l'intelligence artificielle pour simplifier votre quotidien sans que vous ayez besoin d'aller chercher un nouvel expert pour le comprendre et le développer pour vous. Donc, ce sera ma première étape. Parce que sinon, vous essayez de créer quelque chose de nouveau, génial et incroyable, alors que votre outil actuel peut déjà le faire. Et quoi? J'aime toujours m'assurer que les propriétaires d'entreprise ou les présidents directeurs généraux comprennent bien. Bien que l'intelligence artificielle existe depuis un certain temps, cela fait plus de 3 ans que l'anniversaire d'OpenAI, n'est-ce pas? Donc, mais la réalité, c'est que lorsque les gens disent Oh, je suis experte en intelligence artificielle, savez-vous combien d'heures il faut pour devenir experte? N'est-ce pas? Cela n'a pas été assez longtemps dans le public pour qu'il y ait une vraie experte. Et pour tant de personnes, je dirais qu'il peut évidemment y avoir des expertes, mais pour que tant de personnes soient expertes, ou tu vas simplement essayer chaque nouvelle chose qui sort. Alors, s'il te plaît, compte sur les outils que tu utilises déjà et comprends quelles capacités d'intelligence artificielle y sont déjà intégrées. Parce que beaucoup de ces grands outils, encore une fois, Tableau, Salesforce, HubSpot, ont déjà des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées. Alors, profite de cela. Et ensuite, tu pourras déterminer où tu dois éventuellement utiliser un service tiers ou faire développer quelque chose sur mesure. Oui, c'est important. J'aimerais donc aborder une question plus large. Donc, alors que nous passons à cette prochaine étape et que je termine l'entretien, je sais que j'ai été non. C'est amusant, j'apprécie vraiment. Ça s'est passé très vite. Donc, l'une des choses que je remarque en ce moment, c'est clairement une disparité entre l'automatisation des processus et l'intégration avec les agents d'intelligence artificielle. Je vais être technique pour ceux qui nous écoutent, mais vous pouvez poser vos questions en commentaire et interagir. Nous essaierons de répondre. Donc, d'un côté, comme vous l'avez dit, il y a les plateformes et ces plateformes ont leur propre système, je dirais, de A à Z. Elles ont tous les systèmes et comme je l'ai dit, Salesforce Spot. Alibaba, cela dépend si vous êtes plus dans le e-commerce ou cela dépend. Et toutes ces plateformes ont des outils fantastiques, même des copilotes, dans le cas de Microsoft et Google également. Gemini s'intègre déjà à l'environnement de travail Google, entre autres. Vous pouvez donc rester sur la plateforme pour la plupart des tâches, mais cela pose un défi aux marketeurs. Vous avez évoqué l'optimisation pour les moteurs de recherche, le GEO, et désormais les agents intelligence artificielle qui prennent de l'importance, ce que je pense aussi. Cela dépend aussi beaucoup de ce qui va se passer. Donc, l'une des questions, la question pour vous précisément est, d'accord, à l'aube de tout cela, de ce genre de grands changements au plus haut niveau,
Et c'est une tâche complexe, d'accord? Activer un agent intelligence artificielle n'est pas une chose simple. Les gens, tout le monde vous dit que c'est facile. Non, ce n'est pas le cas. C'est très coûteux. Si vous voulez le faire correctement, c'est aussi très coûteux. Donc, ma question concerne l'utilisation de certains de ces outils et aussi la tentative de créer des résultats pour vos clients. Parce que ça, c'est le battage médiatique et il y a la réalité. Tout se passe encore comme vous l'avez dit au début. Pour avoir une bonne marque, pour avoir un bon site web qui convertit et aussi pour s'assurer que votre site web soit trouvé et que vos produits soient trouvés. Ou les actualités, et ça vient un peu comme un cycle dans l'entonnoir sur lequel vous travaillez. Alors, quelles sont les tendances que vous observez, surtout celles qui aident vraiment? Et aussi, d'un côté, à partir de ces tendances, quels sont les plus grands défis que vous voyez chez vos clients et les opportunités, ainsi que dans votre propre travail? Oui, alors qu'est-ce qui est intéressant? Et cela n'a absolument rien à voir spécifiquement avec le marketing. Mais une chose que j'ai vue chez des clients qui utilisent l'intelligence artificielle et l'automatisation et qui fonctionnent très bien pour leurs entreprises, c'est dans le département financier. Donc, en ce moment, c'est encore très manuel et j'ai vécu cela des deux côtés. Donc, vous envoyez une facture à une adresse email de compte fournisseur et puis vous n'obtenez pas de réponse parce que vous avez écrit à un humain, n'est-ce pas? Et ils sont occupés, ils font d'autres choses. Et maintenant, 30 jours passent, il y a tous ces échanges manuels pour vérifier. Cette facture a-t-elle été payée? Ce genre de choses. J'ai vu des équipes financières mettre en place de l'automatisation avec l'intelligence artificielle qui a très bien fonctionné. Donc, en tant qu'utilisatrice, eh bien, j'ai envoyé ma facture, quelque chose me prévient automatiquement qu'elle a été reçue, voici la prochaine étape et les procédures, et tout cela est automatisé. À chaque événement de leur part, je reçois une notification sur le téléchargement de la facture dans leur système, ce qui leur permet maintenant de rester informés de la date d'échéance qui approche et leur indique aussi en fonction du flux de trésorerie quand il est préférable de payer pour respecter le délai. J'ai donc vu des équipes financières utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation, et cela a très bien fonctionné. Je pense que dans d'autres départements, y compris le marketing, beaucoup d'équipes ont du mal à mettre en place cette automatisation, et je pense que c'est parce qu'il y a tellement de variables. Il n'y a pas ce chemin linéaire dans le marketing ou dans la façon dont on travaille avec les prospects, où l'on peut tout automatiser. Je suis certaine que cela vous est déjà arrivé, ainsi qu'à de nombreux auditeurs et spectateurs. Ou vous avez peut-être reçu un point de contact ou une fenêtre pop-up, ou bien le chatbot vous a dirigé ailleurs. Et c'est une tentative d'ajouter de l'automatisation à ces expériences, et ça échoue. Donc, ce que j'encourage vraiment les équipes marketing à faire, c'est, hey, si vous n'avez pas le temps, le budget ou les ressources pour investir dans ce qu'il faudrait, pour rendre cela parfait à 985%, vous devez revenir en arrière. Et c'est parce que vous créez maintenant une mauvaise expérience. Cela va influencer la façon dont les gens perçoivent votre marque, qu'il s'agisse d'un client ou d'un prospect. Donc, je vois en fait des départements marketing qui ont du mal avec l'automatisation orientée client en ce moment, alors que là où cela fonctionne, c'est dans leur processus interne. D'accord, quelqu'un a créé un contenu, coché la case, l'intelligence artificielle automatisera ensuite ceci, cela, etc., n'est-ce pas? Et des contrôles et des équilibres. Donc, en interne, mais à l'extérieur avec les clients, je constate encore et encore que ce n'est pas le cas. C'est une difficulté pour entreprises et clients. Donc, la façon dont j'ai lutté contre cela du point de vue d'une agence, c'est de dire, hey, tout n'a pas besoin d'être de l'intelligence artificielle et tout n'a pas besoin d'être entièrement automatisé. Vous souhaitez automatiser une bonne expérience, par exemple en lançant une action quand quelqu'un visite la page de tarification. C'est l'expérience que nous voulons qu'ils aient. Ils cherchent à automatiser une expérience plutôt que d'essayer d'automatiser la recherche d'informations. Et votre site web n'est pas conçu correctement pour fournir les bonnes ressources ou les bons résultats. Et c'est donc ce que j'ai aidé et encouragé les clients à faire. Oui, tu abordes une très bonne liste de choses parce qu'il y a tellement à faire, mais tout est dans les détails et c'est un peu comme au début d'Internet. Donc, une dernière question ou peut-être les deux dernières. Je veux respecter ton temps. Donc, de ton point de vue, tu gères beaucoup de clients, beaucoup de marketing et de jeunes professionnels. Et l'un des défis, bien sûr, nous n'avons pas abordé les scénarios catastrophes de l'intelligence artificielle, la perte d'emploi, car c'est aussi quelque chose de réaliste.
Je sais donc que tu es très positif et j'aime aussi la passion que tu mets dans ton entreprise. Le respect que tu as pour tes parents montre un amour profond et un réel optimisme. Cependant, beaucoup craignent actuellement que l'intelligence artificielle ne bouleverse tout. Et il y a eu récemment une étude du Massachusetts Institute of Technology qui souligne que 125 emplois aux États-Unis sont en train de disparaître, remplacés par l'intelligence artificielle. Je ne parle pas de petits emplois, mais de postes très qualifiés. Une chose qui m'enthousiasme vraiment, et j'aimerais vous provoquer positivement, j'ai écrit quelque chose de nouveau que j'essaie aussi de transmettre, c'est qu'en ce moment, nous évoluons vers un nouveau type d'entreprise qui devient très agentique. Donc, vous êtes directeur d'une agence, vous le savez mieux que quiconque. Aujourd'hui, chacun doit être entrepreneur et le défi est d'apprendre, construire, livrer, adopter et capitaliser. Et cela s'applique aussi bien au business to business qu'à chacun de nous individuellement, à un leader et ainsi de suite. Chacun doit donc devenir plus entrepreneur pour gagner en autonomie. Utilisez ces outils et soyez plus critique en ce qui concerne l'indépendance et la souveraineté, que ce soit pour gérer la valeur économique de l'outil ou pour concevoir ces différentes choses. Donc, je veux aborder ce sujet en tant qu'entrepreneur et c'est plus large pour un jeune public et pour les personnes qui nous écoutent et qui traversent des difficultés en ce moment. Quel serait le meilleur conseil que vous leur donneriez pour traverser le bruit ambiant et surmonter les défis auxquels ils font face? Oui, donc c'est en fait un sujet de discussion très important pour de nombreuses raisons. Ici, aux États-Unis, j'ai des collègues dans le marketing et en entreprise qui ont été licenciés et leurs entreprises citent spécifiquement le fait qu'elles utilisent l'intelligence artificielle, qu'elles veulent que leurs équipes utilisent l'intelligence artificielle. Non seulement des personnes ont été licenciées, mais celles restées ont reçu des directives. Vous devez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle car cela ne disparaîtra pas et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est une préoccupation, mais c'est aussi une réalité. Donc, vous entendez des gens dire, oh, les marketeurs ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais vous serez remplacé par un marketeur qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle remplace vraiment les marketeurs, ce qui est inquiétant. Il est donc essentiel de savoir l'utiliser. Ça, c'est l'utiliser dans une autre entreprise. Mais tu as soulevé un bon point. Et pour moi, c'est du côté entrepreneur, la marque personnelle et en tant que chef d'entreprise. Donc, oui, la façon dont tu as fonctionné ces dernières décennies en travaillant pour quelqu'un. Dans le monde de l'entreprise aux États-Unis, cela n'existe peut-être pas pareil. Donc, utiliser l'intelligence artificielle, c'est notre opportunité de créer tellement de nouveaux entrepreneurs. Si vous avez cette bonne idée comme lovable.com, allez-y et vous pouvez créer quelque chose. Je veux dire, ils ont tellement d'histoires de personnes qui ont eu une idée, l'ont réalisée et ont été rentables en 90 jours. Je veux dire, l'intelligence artificielle va littéralement vous permettre de réaliser des choses incroyables en très peu de temps. Maintenant, j'aime être réaliste et dire que ce n'est pas seulement avoir une bonne idée et donner une instruction. Et c'est immédiatement disponible? Oui, il vous faudra encore quelques ressources pour le perfectionner et le rendre prêt à être vendu. Mais je veux simplement encourager tout le monde à ne pas se décourager. Oui, les choses vont évoluer, mais il faut en profiter. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour innover? Dans votre propre vie et votre propre entreprise, dans votre quotidien, afin de pouvoir continuer à être compétitif dans un marché en évolution? Je trouve cela très inspirant et aussi j'ai une question à poser à ce sujet parce que c'est très important. Comme vous l'avez dit, c'est un défi que je constate dans mon équipe et chez beaucoup de personnes. Ce dont je parle, c'est que les gens ont du mal, comme vous l'avez dit, d'abord à accepter que l'intelligence artificielle est là. Ça ne changera rien, mais provoquera de grands bouleversements. Cependant, c'est un excellent outil si on sait l'utiliser. Mais il y a une résilience et une résistance à comprendre comment l'utiliser pour vous donner du pouvoir. La plupart de nos systèmes éducatifs ne l'approuvent pas, sauf peut-être en ingénierie logicielle. J'ai beaucoup de défis, par exemple, avec mon équipe parce qu'ils ne savent pas comment faire. D'abord, d'avoir un équilibre personnel, utiliser ces outils, puis les appliquer au business. Ces trois éléments sont essentiels. Je veux parler de ce sujet car tu gères beaucoup et es entrepreneur, tu l'as déjà évoqué. L'essentiel, c'est que les personnes licenciées devront retrouver un emploi. Ce sera un gros problème si tu ne changes pas ta mentalité. Tu risques de te retrouver sans emploi. Et ça, c'est énorme. Je pense que c'est probablement le plus grand défi que vous allez avoir en tant que société. Et puis, deuxièmement, comme tu l'as dit, bah, si tu es dans une entreprise, tu dois aussi, ou peu importe où tu es, te préparer.
Ces outils évoluent sans cesse, mais en maîtrisant les bases, ils deviennent formidables. Mais ce n'est pas facile et l'état d'esprit compte vraiment. Alors, comment vois-tu cela avec tes propres équipes, avec les clients que tu as? Parce que c'est crucial pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde concerné. Si tu as plus de 30 ou 40 ans, la plupart des gens ne veulent plus apprendre, ce qui est un vrai défi. Je suis au-delà de ces âges et le défi, c'est comment continuer à apprendre, comment continuer à avancer. Et aussi, pas seulement la théorie, mais la pratique, parce que ça ne va pas s'arrêter, ça va devenir encore plus difficile. Absolument. Je veux juste aborder ce point, c'est le dernier. Non, non, c'est bon, tu as raison, c'est un défi. Je pense même à ma chère mère qui a plus de 40 ans et elle utilise l'intelligence artificielle dans son entreprise, elle l'utilise au quotidien, elle s'en sert pour... Elle souhaite débuter les conférences, obtenir plus d'engagement public et a utilisé l'intelligence artificielle pour créer son site web et ses messages. Donc oui, ce public-là, on dirait que je n'ai pas envie d'apprendre, de m'adapter ou d'essayer du nouveau. C'est dur. Soit vous allez l'apprendre et vous adapter, soit vous devrez investir dans quelqu'un qui fera partie de votre équipe. C'est ce qui va vous aider à le faire. L'avantage, c'est qu'il existe des ressources à l'étranger. Et ça, c'est de mon point de vue ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Il existe des ressources à l'étranger où vous pouvez externaliser et cela pour coûter une fraction du prix. Ainsi, vous pouvez ajouter cette compétence à votre entreprise ou à votre quotidien si vous n'avez pas personnellement le temps d'apprendre cela. Mais si vous pensez à quelqu'un travaillant dans une entreprise, c'est là où vous êtes aujourd'hui, mais peut-être pas demain. C'est pourquoi je dis que vous devez prendre ce temps, que ce soit de l'argent ou du temps à investir pour apprendre cette compétence. Parce que pour votre marque personnelle, ça va vous faire passer au niveau supérieur. Pour dire, je suis une marketeuse qui sait utiliser ces outils, voici comment je les utilise et voici les résultats que j'ai obtenus grâce à eux. Ou voici combien de temps j'ai économisé. Donc, non seulement cela vous rend compétitif dans votre poste actuel, mais cela vous rend aussi compétitif pour d'autres postes dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Donc, c'est tout simplement inévitable et je n'aime pas essayer de faire peur aux gens à ce sujet. Mais ça ne va pas disparaître, ça va seulement continuer à se développer et ce sera tout simplement une exigence à l'avenir. Soit vous investissez du temps pour apprendre, soit de l'argent pour que quelqu'un le fasse. C'est l'un ou l'autre. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux parce que ça va toucher tout le monde. Mais en même temps, c'est évident. De nombreuses perturbations majeures échappent à notre contrôle, mais nous pouvons au moins gérer nos vies. Et comme tu l'as dit, améliorer cela pour quelle que soit ta passion. Elon Musk évoque la fin du travail. En réalité, si tu arrêtes de travailler, nous risquons de devenir inutiles en tant qu'humains et tu pourrais encourager cela. D'accord, merci beaucoup Tiffany. Il y a eu tellement de richesses en connaissances techniques et cela va te permettre de construire cela. Pour ceux qui nous écoutent, suivez-nous. Tous les liens de Tiffany sont disponibles où que vous soyez. Recherchez-la si vous souhaitez en savoir plus et interagir. Elle est très inspirante et chacun peut apprendre beaucoup ici. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès et c'était un honneur de vous avoir ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai vraiment apprécié. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager vos avis, vos questions ou un sujet que vous souhaitez voir la prochaine fois dans les commentaires. Nous lisons vos commentaires et adapterons nos vidéos selon vos retours. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, restez en forme et informés.